En avril 2013, le paysage de l'animation japonaise est en pleine mutation. Les années 2000 ont été marquées par l'essor des shonen neketsu classiques, comme Naruto, One Piece, Bleach, et le début des isekai modernes avec Sword Art Online en 2012. Cependant, aucun nouvel animé ne semblait bousculer réellement les codes du genre. C'est alors que Shingeki no Kyojin débarque comme une onde de choc, dans une époque en manque de renouveau. Dès son premier épisode, l'anime explose sur internet, captivant à la fois les fans de manga et un public plus large, pas forcément visé, grâce à une histoire universelle. Épisode 1, intitulé « À toi dans 2000 ans », nous plonge immédiatement dans un questionnement. On comprend dès lors qu'Isayama nous réserve quelque chose de grandiose. L'épisode s'ouvre sur une scène troublante, des soldats en 3D manœuvrant avec des équipements jamais vus auparavant. L'équipement tridimensionnel, fonçant à toute vitesse vers un ennemi gigantesque. L'animation est fluide, cinématographique et nous donne immédiatement une impression de désespoir et de chaos. Puis, une transition brutale nous ramène au passé. Eren Yeager, un jeune garçon, se réveille d'un rêve étrange, les larmes aux yeux. Il ne sait pas pourquoi il pleure. Le spectateur non plus. Mais ce détail prendra un sens bien plus tard dans l'histoire, renforçant le génie narratif de l'œuvre. On découvre alors l'univers de Shingeki no Kyojin, un monde où l'humanité vit enfermée derrière 3 immenses murs. Les titans, des créatures gigantesques qui dévorent les humains, ont poussé la civilisation à l'isolement total. L'épisode prend son temps pour développer un faux sentiment de sécurité. Les habitants à l'intérieur des murs sont persuadés qu'ils sont en paix depuis plus de 100 ans, vivant dans un système féodal figé. Et tout ceci n'est qu'une illusion. Eren, contrairement aux autres, jette cette sécurité illusoire et rêve d'explorer le monde extérieur. Mikasa, sa propre sœur adoptive, représente la stabilité et la force silencieuse. Armin, son meilleur ami, est un intellectuel. Il remet en question la prétendue invincibilité des murs. Ces 3 personnages incarnent 3 visions de l'humanité face à une menace inconnue. La rébellion, la protection et la réflexion. Alors que la routine semble s'installer, un tonnerre assourdissant brise soudainement le silence. Le ciel s'assombrit. Une rafale de vent balaye la ville. Et là, le choc visuel qui a marqué toute une génération. Un titan gigantesque de plus de 60 mètres apparaît au-dessus du mur Maria. Son design est radicalement différent des autres monstres de l'époque. Pas de yeux brillants, pas d'aura maléfique. Juste une monstruosité anatomique, terrifiante, sans peau. La musique s'arrête. Un silence pesant s'installe. Puis, dans un geste d'une lenteur écrasante, le titan colossal envoie un coup de pied titanesque dans le mur, le pulvérisant instantanément. À ce moment précis, l'anime brise tous les standards de l'époque. Ce n'est plus un simple shonen d'aventure. C'est une tragédie, une guerre, un carnage annoncé. Le premier épisode ne s'arrête pas à la surprise de l'apparition du titan colossal. Il plonge directement dans l'horreur. Des centaines de citoyens fuient en hurlant. Les maisons s'effondrent sous l'impact. Puis viennent les autres titans, petits en comparaison, mais infiniment plus cauchemardesques. Leur démarche est saccadée, presque grotesque. Leur visage affichant des sourires malsains et vides. Et ils se ruent sur les humains, comme un enfant jouerait avec des poupées. Ce n'est pas un combat, c'est une exécution de masse. La scène la plus marquante n'est toujours pas arrivée néanmoins, car c'est le moment où la mère d'Eren est attrapée par un titan. Elle est paralysée, impuissante, en pleurs. Elle sait qu'elle va mourir. Eren est forcé de regarder. Et au lieu d'un simple hors-champ, l'anime montre explicitement le titan écraser son corps et la dévorer sous les yeux du spectateur. Un premier épisode où le protagoniste ne triomphe pas, mais subit un traumatisme irréversible. En 2013, le shonen typique se résume à un héros qui découvre progressivement ses pouvoirs, gagne des alliés et triomphe de ses ennemis. Mais SNK brise ce schéma dès le premier épisode. Pas de combat glorieux, pas de victoire du héros, pas de développement classique des personnages. Au lieu de cela, un sentiment d'impuissance totale. Une humanité faible et désarmée et un destin inexorablement tragique. La réalisation technique est également révolutionnaire. Le studio 8 Studio, encore jeune à l'époque, surprend avec une animation ultra fluide, notamment dans le combat d'introduction. Une direction artistique unique, combinant 3D et 2D avec une maîtrise rare. Une mise en scène inspirée du cinéma, avec des plans larges impressionnants et des angles de caméra audacieux. Enfin, une BO magistrale et une ambiance sonore oppressante. La musique de Hiroyuki Sawano, avec ses chœurs épiques, accentue la tension dramatique. Les effets sonores, le souffle des titans, les cris humains, renforçant l'horreur viscérale de chaque scène. SNK est instantanément devenu un phénomène mondial, atteignant des millions de vues en quelques jours. L'épisode 1 a redéfini le shonen moderne, prouvant qu'un anime pouvait être sombre, réaliste et brutal, tout en captivant un large public. L'industrie de l'animation a dû s'adapter, ouvrant la voie à des œuvres plus matures,
comme Tokyo Ghoul, Re:Zero ou Chainsaw Man. The Promised Neverland, du rêve à l'horreur en 20 minutes. En janvier 2019, le monde de l'animation est en pleine transformation. Il est également saturé, malgré que la même année sort l'illustre Demon Slayer, ayant éclipsé toute concurrence. Un autre anime détonne là où les shonen dominants sont soit des neketsu classiques, soit des isekai populaires. One Piece, My Hero Academia et Black Clover incarnent le modèle du héros en quête de puissance. Sword Art Online, Re:Zero et Moi quand je me réincarne en slime envahissent les écrans avec leur monde fantastique. Les animés sombres existent, l'attaque des titans, Tokyo Ghoul, et restent majoritairement orientés vers l'action et la violence explicite. Or, The Promised Neverland brise complètement ces tendances dès son premier épisode. Pas d'action nerveuse, pas de super pouvoir, pas de combat. Au lieu de cela, l'anime commence comme un conte pour enfants, pour ensuite basculer dans l'horreur psychologique pure. Dès sa sortie, le choc est immédiat. Personne ne s'attendait à cela. L'épisode 1, intitulé 121 045, est un chef-d'œuvre de manipulation narrative et de mise en scène subtile. La première scène est un cliché du slice of life adorable, avec une ouverture idéale, un orphelinat chaleureux et mignon. Nous découvrons Grassfield House, un orphelinat entouré de verdure, baigné de lumière chaleureuse et de couleurs pastel. Les enfants rient, jouent, courent en plein air sous l'œil bienveillant de maman ou Isabella, une femme douce et souriante. Les protagonistes sont immédiatement identifiables. Emma, énergie pure, optimisme, cœur d'or. Ray, réservé, intelligent, légèrement cynique. Norman, stratégique, calme et brillant. Les enfants semblent vivre dans un univers et un bonheur absolu, avec des tests ludiques, de la nourriture en abondance et surtout un amour maternel protecteur. Pourquoi c'est brillant? Car l'anime joue avec nos attentes. Tout est mis en scène comme un conte de fées familial bienveillant, digne d'un Ghibli. Et des indices subtils créent un malaise latent. Pourquoi ces enfants portent-ils des numéros sur le cou? Pourquoi n'ont-ils aucun souvenir d'un monde extérieur? Pourquoi un mur entoure-t-il la maison sans porte de sortie? Puis vient l'élément perturbateur. La petite Connie, une orpheline douce et innocente, est adoptée et doit partir. Tout le monde est heureux pour elle. Elle serre son lapin en peluche, dit au revoir et disparaît. Elle oublie son jouet. Emma et Norman, soucieux, décident de lui apporter son doudou. Pour la première fois, ils dépassent les limites de l'orphelinat. L'ambiance change immédiatement. La musique s'arrête. Les couleurs deviennent plus froides. L'espace devient oppressant. Arrivés près d'un camion, Emma et Norman se figent. Le corps sans vie de Connie est à l'intérieur. Une énorme fleur rouge pousse de sa poitrine, vidée de son sang. Des monstres gigantesques et cauchemardesques discutent froidement avec Isabella. Le monde s'écroule alors. L'orphelinat n'est pas un refuge. Isabella n'est pas une protectrice. Les enfants ne sont pas adoptés. Ils sont élevés comme du bétail pour être dévorés. C'est un basculement brutal et impitoyable qui transforme un conte de fées en un thriller horrifique. La caméra insiste sur le contraste entre l'innocence de Connie et la froideur de la scène. L'expression de terreur pure sur le visage d'Emma. Emma et Norman fuient sans un bruit, étouffant leurs cris. De retour à l'orphelinat, Emma s'effondre en larmes. Son monde entier vient de s'effondrer également. Norman, lui, garde son calme. Il comprend immédiatement qu'ils doivent s'échapper. L'épisode se termine sur une note glaçante. Nous devons fuir d'ici et emmener tout le monde avec nous. C'est là que l'horreur prend une toute autre dimension. Ce n'est pas une question de combat, c'est un jeu d'évasion contre une force omnisciente. Le piège narratif était parfait, du slice of life au thriller. Personne ne s'attendait à ce revirement. L'épisode prend son temps pour créer un faux sentiment de sécurité, pour ensuite le briser d'un coup sec. L'horreur ne vient pas de la violence, elle vient de la trahison du monde qu'on croyait paisible. La réalisation technique est parfaite. L'animation signée Cloverworks utilise des angles de caméra innovants et une mise en scène minimaliste pour créer un sentiment de suffocation. Des contre-plongées inquiétants sur Isabella, des gros plans sur les visages tétanisés d'Emma et Norman, une musique discrète qui se tait totalement au moment du choc. Tout est pensé pour maximiser l'impact du twist. Death Note, la naissance d'un dieu. En octobre 2006, Death Note débarque dans un paysage animé dominé par un seul type, les shonen neketsu ultra populaires. One Piece, Naruto et Bleach explosent, assumant totalement le nom de Big Three. Le grand public s'habitue à voir des héros projetés dans des univers fantastiques avec des règles et des codes universaux. Dans ce contexte, Death Note arrive comme un ovni absolu. Pas de baston, pas d'entraînement, pas de quête héroïque. Juste un cahier et une question existentielle. Si vous aviez le pouvoir de tuer n'importe qui, que feriez-vous? Un protagoniste froid, intelligent et narcissique. Un anti-héros absolu. Une réflexion philosophique sur la justice. Une ambiance sombre et réaliste qui tranche avec les univers fantasy. C'est un pari risqué, et c'est un coup de génie. L'épisode 1, au simple titre de Renaissance, est une leçon de construction narrative et de mise en scène. Une introduction brève mais puissante. Deux mondes en parallèle. La caméra nous montre Tokyo.
Une ville impersonnelle, froidement grise et monotone. Light Yagami, 17 ans, apparaît assis en cours, regardant le tableau, sans aucune émotion. Le professeur parle, mais Light n'écoute pas. Ses pensées sont claires, ce monde est pourri. Deuxième scène, le monde des Shinigami. Atmosphère radicalement différente. Un monde lugubre, vide, morbide. Des créatures monstrueuses et apathiques jouent aux osselets. Dans un ennui total, Ryuk, un dieu de la mort, regarde le monde humain avec amusement. Pourquoi c'est brillant? Car l'anime met en opposition deux mondes censés être opposés et qui se reflètent étrangement. Les Shinigami sont passifs et amorphes alors que les humains courent après leurs ambitions. Light, pourtant humain, semble plus proche d'un dieu de la mort que les Shinigami eux-mêmes. Dès les premières minutes, l'anime annonce son thème central. Qui sont les véritables monstres? Light tombe alors sur un carnet noir tombé du ciel. Une simple phrase sur la couverture. Le nom d'un humain marqué dans ce carnet se verra fauché. Réaction immédiate. Du sceptisme. Pas de panique. Light n'est pas un héros naïf. Contrairement à un personnage classique qui paniquerait ou jetterait le carnet, il choisit de le tester. Pourquoi c'est surprenant? À cette époque, un protagoniste shonen aurait cherché à comprendre le bien et le mal, à hésiter. Mais Light n'hésite pas. Il écrit le nom d'un criminel en direct à la télévision. 40 secondes plus tard, mort en plein direct. À cet instant, Light vient de franchir une ligne que peu de protagonistes auraient osé franchir. Après un second test, le meurtre d'un harceleur, Light comprend l'étendue de son pouvoir. La pluie tombe, l'éclairage devient sombre. Il commence à écrire frénétiquement. Des noms, des dizaines, des centaines. La musique monte en intensité. Le monologue de Light devient un manifeste. Le monde est corrompu. La justice est impuissante. Moi seul ai le pouvoir de le purifier. Et puis la phrase qui va tout sceller. Dans ce nouveau monde, je serai Dieu. C'est là que Death Note renverse tout. Le protagoniste n'est pas un héros. On assiste à la naissance d'un vilain. Ce n'est pas une quête d'héroïsme, c'est une conquête du pouvoir. Au sommet de son euphorie, Light se retrouve face à Ryuk, un monstre, une apparition cauchemardesque. Light ne recule même pas, il ne panique pas, il sourit même. Ryuk lui-même est surpris. D'habitude, les humains crient et pleurent en me voyant. Mais Light n'est pas un humain comme les autres. Il a déjà accepté le Death Note bien avant de le voir. Le retournement de rôle est immédiat. Ce n'est pas Light qui a peur de Ryuk, c'est Ryuk qui est fasciné par Light. À ce moment précis, Death Note annonce son vrai thème. Ce n'est pas l'histoire d'un garçon qui découvre un pouvoir, c'est l'histoire d'un monstre qui prend conscience de sa nature. Pourquoi cet épisode a marqué une génération? Car il n'y a pas de période d'hésitation. Light se transforme immédiatement. Pas de mentor, il ne suit aucun guide moral. Pas de bataille, c'est une guerre d'intellect et d'idéologie. C'est l'un des premiers animés où le protagoniste est l'antagoniste. Il y a une réelle réflexion psychologique. Qu'est-ce que la justice? Le pouvoir corrompt-il forcément? Faut-il être un monstre pour purifier un monde pourri? Dès le premier épisode, Death Note provoque un débat moral mondial. Bon voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. On a tenté autre chose. Propose-moi d'autres animés pour pourquoi pas une partie 2 en commentaire. Et dis-moi lequel des trois t'a le plus choqué. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps aussi. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si mon contenu te plaît. Tous mes autres réseaux sont en description. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.